Donc, nous allons commencer par Pierre Buhler, qui est un ancien collègue du Quai d'Orsay, ancien ambassadeur, notamment en Pologne, où nous avons un peu commencé nos premières armes pendant la guerre froide. Donc, Pierre Buhler, quelle est ton appréciation de l'état du monde sur les guerres, les menaces, les risques, les périls et le paysage stratégique? Merci Marc et merci de cette invitation. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, j'aimerais peut-être tout d'abord saluer la démarche d'initiative pour le désarmement nucléaire qui est, de ce que j'ai compris, de dépasser l'objectif de sensibilisation au seul risque de guerre nucléaire pour donc l'élargir à la menace systémique globale. Et je dirais qu'une illustration éclairante nous est offerte de ce débordement par précisément la guerre qui se déroule et sous nos yeux et sur notre continent, en Ukraine. Bon, alors c'est certes une guerre conventionnelle, mais c'est quand même une guerre qui est conduite dans l'ombre d'une menace nucléaire régulièrement agitée avec force gesticulation par l'État agresseur, illustrant au fond ce que vient de nous dire le général Norlin, c'est l'arme des prédateurs. Bon, ceux aux fins d'intimider les États européens et les États-Unis dans leur droit d'exercice de ce qui s'appelle la légitime défense collective. J'aimerais ajouter que cette intimidation a été couronnée de succès, puisqu'on a vu les intéressés, les Européens et les États-Unis, hésiter par crainte d'une escalade. D'abord en retenant la livraison d'armements létaux, puis de chars, et puis d'avions, puis de missiles, pour finir par les livrer à chaque fois, mais trop tard, les livrer à chaque fois, donc au fur et à mesure que se précisait le risque d'une défaite de l'Ukraine. Alors, quelle analyse faire de l'ensemble de la situation, enfin, quelles sont ces tendances lourdes auxquelles faisait allusion le général Norlin? Et si vous me permettez, peut-être quelques rappels. En lisant le document de présentation de notre colloque, j'ai vu qu'il attribuait à l'esprit westphalien une responsabilité particulière dans cette spirale, je cite, spirale de conflits mortifères. J'aimerais tout de même faire observer que l'histoire de l'Europe d'avant 1648, donc d'avant ce traité de Westphalie, est déjà une succession de guerres et de conflits d'une brutalité souvent terrifiante. Des guerres de conquête, des guerres de succession, des guerres préventives et que sais-je encore, qui étaient d'ailleurs généralement conclues par des traités de paix, joliment adornés du qualificatif de perpétuel. Dans le début, voilà, et c'était perpétuel jusqu'à la guerre suivante. Et ceci pour dire que si un traité de paix est l'acte juridique qui permet de mettre fin à une guerre, c'est un peu de la palissade, pardon, mais ce raisonnement a conduit des penseurs éminents à explorer les moyens d'éviter qu'une guerre commence. Et donc on a vu des théologiens d'abord, puis des penseurs comme Grotius, Erasme, qui ont essayé de définir ce que pouvait être une guerre juste. Et bien sûr, comme l'a cité le général Norlin, Emmanuel Kant, avec son projet de paix perpétuelle. Alors, ces tentatives, quand même, on le sait, ne se sont pas concrétisées rapidement. Il a fallu les atrocités de la guerre de la bataille de Solferino en 1859 pour qu'apparaisse le droit humanitaire sur le champ de bataille, ce que les juristes appellent savamment le jus in bello, mais aujourd'hui c'est le jus ad bellum, c'est-à-dire le droit de faire la guerre, qui nous intéresse et ce droit n'a vu le jour sous forme de droit positif, en tout cas, qu'au XXe siècle, pour mettre fin à une pratique séculaire où la guerre était considérée comme un mode normal de conduite des relations internationales et de résolution des conflits. Et c'est cet objectif qui a présidé à l'issue d'un conflit qu'on sait plus sanglant qu'aucun autre, et qui est donc la Première Guerre mondiale, qui a conduit à la mise en place d'un ordre international autour de principes, les fameux principes de Wilson, la paix par la démocratie, la paix par l'autodétermination des peuples, la paix par le droit et le multilatéralisme, donc qui était, comme on le sait, à l'origine de la création de la Société des Nations. Alors ici est également ajouté quelques années plus tard le fameux pacte Briand-Kellogg de 1928,
qui avait pour objet de, je cite, « rendre la guerre hors la loi ». Et bien que ce pacte ait été signé par une soixantaine d'États, c'est-à-dire pratiquement tous les États souverains de la planète à l'époque, dont d'ailleurs ceux qui ont lancé des guerres d'agression tout au long des années 30, la Deuxième Guerre mondiale a mis en évidence le caractère quand même très largement incantatoire de ces dispositifs. Et il a donc fallu le second conflit, qui était peut-être tout aussi meurtrier, pour que les vainqueurs élaborent un nouvel ordre international avec des règles claires maintenant ce qui n'était pas le cas avant dans la Société des Nations, des règles consignées dans la Charte des Nations Unies, par laquelle les signataires, en signant ce traité de Charte des Nations Unies, les signataires s'interdisent et je cite, recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, fin de citation, et seule la légitime défense individuelle ou collective en cas d'agression armée ou un mandat encore donné par le Conseil de sécurité pouvant justifier le recours à la force. Alors, force est de constater que ce droit instauré par la Charte des Nations Unies n'a cessé d'être violé avec une belle constance, dès les premières années d'ailleurs de la guerre froide, avec une vingtaine, alors selon les définitions, c'est entre une vingtaine et une centaine de cas de transgression des règles de la Charte. Et j'ajoute que ce sont précisément les membres permanents du Conseil de sécurité à qui revenait en principe au premier chef la responsabilité de faire respecter ces règles. Ce sont ces membres permanents qui les ont le plus enfreintes, et ceci évidemment sans craindre la moindre conséquence en termes d'action du Conseil de sécurité, précisément par l'utilisation du droit de veto ou grâce à la menace d'utilisation de ce droit de veto. On a vu l'expédition franco-britannique de Suez en 1956, qui peut difficilement être justifiée au titre du droit de légitime défense, mais on a vu également les interventions soviétiques en Hongrie, à Prague, en Afghanistan. On a vu l'intervention de l'OTAN en Serbie en 1999, la deuxième guerre d'Irak conduite par les États-Unis en 2003. Et j'aimerais quand même, à propos d'Irak, rappeler que c'est précisément lors de la première guerre d'Irak, donc en 1990, après donc l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, que le système de sécurité collective mis en place en 1945 a été en mesure d'opérer, je sais pas, certainement pour la dernière fois, et c'était pour la première fois, on peut en discuter, d'opérer conformément à son esprit originel. Et j'aimerais ajouter que ces violations, qu'elles soient le fait de membres permanents ou du Conseil de sécurité ou d'autres États, ont toujours été assorties de justifications plus ou moins crédibles. On invoquait de prétendues invitations du gouvernement local en Hongrie ou à Prague, la protection de minorités ou des preuves de dissimulation d'armes de destruction massive dans le cas de l'Irak en 2003, etc. Et en lançant donc sa guerre d'agression contre l'Ukraine en février 2022, le président Poutine ne s'est même pas donné la peine d'inventer le moindre alibi. Et je dirais que en agissant de la sorte, il plantait en quelque sorte le dernier clou dans le cercueil de la sécurité collective, de la paix par le droit. Un mode d'organisation des relations internationales qui était, à vrai dire, déjà en soins palliatifs ou carrément à l'agonie. Alors l'espoir d'une résurrection de ce paradigme me semble relever désormais d'une vue de l'esprit, parce qu'on voit assez mal les États accepter de gager leur sécurité sur de simples actes juridiques, des garanties ou des traités. Alors, quelles sont les alternatives ? L'idée, pour mémoire, l'idée de la paix dans le monde grâce à l'abolition du capitalisme et de son stade suprême, l'impérialisme, comme il y a quand même tout de même été le mantra d'une partie de l'humanité pendant des décennies. Eh bien, cette idée a sombré avec l'implosion de l'Union soviétique et on ne parle plus de cette fantasmagorie aujourd'hui. Il y a eu la paix par le commerce, suggérée par Montesquieu avec le doux commerce, ou invoquée par des pays comme l'Allemagne,
c'est à peine quand même à convaincre quand on voit l'usage qu'en ont fait les principaux bénéficiaires, en premier lieu la Russie et la Chine. Alors il y a la paix par la démocratie. La paix par la démocratie qui est au fond le socle du projet européen, né sur le continent le plus dévasté par les guerres qui se sont enchaînées au cours, on peut dire, du millénaire écoulé, mais on peut sans doute remonter plus loin. Il ne reste aujourd'hui plus qu'une trentaine de démocraties libérales dans le monde, en Europe principalement, alors que les régimes autoritaires, là aussi, le général l'a souligné, les régimes autoritaires ou dictatoriaux ne cessent de gagner du terrain. Et je dirais qu'il est difficile, dans ces conditions, de placer des espoirs démesurés dans cette perspective. Alors, la guerre d'Ukraine, je dirais, sanctionne le retour, et retour sans embâche, au paradigme du primat de la force, un paradigme d'avant 1945, ce monde hobbesien auquel faisait allusion le général. Et alors tout ça se passe, peut-être logique hobbesienne, mais dans un paysage transformé, comme on le sait, par l'arme nucléaire, dont le traité de non-prolifération de 1968 n'a pas pu empêcher plusieurs États de s'en doter et d'autres d'y aspirer, mais aussi dans un contexte où les armes sont infiniment plus létales qu'avant, les conflits menés avec une palette beaucoup plus large d'instruments sur le terrain de l'information, de l'influence, la cyberguerre, enfin la guerre hybride, que ne régit pas davantage le moindre droit international. Conclusion provisoire, j'espère. Dans ce contexte, donc celui d'un jeu sans règles, où tous les coups sont permis, le plus probable me semble être le retour donc à ce paradigme quand même séculaire de la paix par la force, c'est-à-dire un schéma où les stratégies de puissance, les stratégies de réassurance vont se loger dans des alliances multilatérales, les alliances bilatérales, dans des logiques de protectorat aussi, de sphères d'influence, d'états clients ou aussi d'alignement circonstanciel des uns et des autres. Et je dirais qu'il suffit pour s'en convaincre de regarder les dépenses militaires déployées au service de ces stratégies, précisément. La Chine augmente ses dépenses militaires de plus de 7% en 2024, la même progression que l'année précédente. La Russie, c'est pas 7%, c'est 10 fois ce chiffre, 70% entre 2024 et 2023, d'une année sur l'autre. Les États-Unis, bon, la progression n'est que de 3%, mais elle s'applique à une masse tellement colossale qui s'élève cette année quand même à environ 850 milliards de dollars. Et les dépenses militaires agrégées à l'échelle de l'ensemble de la planète, elles ont cru de 9% en 2023 pour atteindre, je vérifiais, 2440 milliards de dollars, vertigineux. Enfin, tout ça, plein de zéros, ça ne dit plus grand-chose, mais enfin, c'est quand même colossal. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup d'autres illustrations de ce point. Je suppose qu'on parlera des arsenaux nucléaires plus tard. Alors, pour finir sur les armes nucléaires, je dirais que la course aux armements se traduit aussi par la modernisation constante des arsenaux, des vecteurs, en même temps probablement que l'affaiblissement du régime de non-prolifération et des accords multilatéraux de maîtrise des armements, ainsi que ce qu'on voit, l'aspiration de nouveaux États à la détention de l'arme nucléaire. Et j'aimerais finir par en partageant avec vous un sondage que tu as dû voir, Céline, aussi, que Marie nous a fait en Ukraine, tout récent, sur les priorités de l'après-guerre. Les Ukrainiens placent comme priorité la reconstruction, mais en troisième place, et avant l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN, ils placent un mécanisme de restauration du statut nucléaire dont ce pays jouissait, si on peut dire, jusqu'en 1994. Merci de votre attention. Merci Pierre. C'est un panorama évidemment à la fois historique et analytique et géopolitique qui évidemment n'incite pas beaucoup à l'optimisme, mais on pourra y revenir justement pour
noter les différentes époques où le monde a avancé plus vers la paix que vers la guerre, et que malheureusement les leçons de l'histoire ne sont pas toujours suivies par les dirigeants. Donc maintenant je cède la parole à Joseph Maïla. Encore une fois, je ne vais pas lire son impressionnante biographie. Sachez qu'il est juste actuellement professeur de géopolitique à l'ESSEC. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation d'IDN aujourd'hui. Je suis extrêmement sensible à cette invitation et très honoré d'être parmi vous. Et effectivement, prenant le relais de l'excellent exposé de Pierre Buhler, qui véritablement a planté le décor de ce paysage international tel qu'il s'impose à nous aujourd'hui, et qui n'est pas réjouissant. Je ne pense pas avoir des nouvelles plus optimistes ou un regard plus optimiste sur la réalité des choses. Mais c'est vrai que nous avons basculé très rapidement depuis la chute du mur de Berlin, depuis la fin de l'unilatéralisme, depuis la fin de l'hyperpuissance, ou disons une hyperpuissance qui est sur le chemin d'un partage du pouvoir, enfin si elle acceptait de partager son pouvoir, mais au contraire nous sommes installés dans un monde de rivalité. Et c'est là, effectivement, où le schéma ou le paradigme hobbesien s'impose de plus en plus à nous. C'est-à-dire un paradigme, un modèle où la confrontation est véritablement l'essence des relations internationales. On s'oppose en s'opposant. On est dans un contexte où on est sorti, je reviendrai un peu sur ce point, de tout ce que le système libéral, international ou universel a pu être... comment il a été conçu en 1945, avec des règles de droit, avec la charte de l'ONU, avec la régulation du recours à la force. Aujourd'hui, tout cela a sauté et on se retrouve dans un monde de dérégulation systémique et sans ordre, sans centralité de régulation. Je reviendrai sur ce point aussi en conclusion. Nous sommes aussi, puisque nous sommes dans la logique de la confrontation et de la guerre, dans ce que je vais appeler la disparition du couple que signalait Pierre Buhler tout à l'heure, ius in bello, ius ad bellum, hein, le droit de faire la guerre et le droit durant la guerre, hein, ou pendant la guerre, les règles à respecter, ce qu'on appelle le droit humanitaire. Le ius ad bellum a disparu, il n'existe plus sur le plan juridique depuis que la charte de l'ONU utilise une seule fois le mot guerre pour dire plus jamais la guerre. Donc on n'a plus le droit de faire la guerre. Et l'article 51 de la Charte des Nations Unies dit, écoutez, vous avez la possibilité de recourir à la force lors d'une attaque qui est faite contre votre territoire, en attendant que le Conseil de sécurité se saisisse de votre cas et puisse le traiter. Et à ce moment-là, on se substitue, c'est-à-dire la conscience universelle, mais disons l'organisation universelle se substitue à la volonté souveraine des États pour venir en aide ou au secours de l'État qui a été agressé. Donc on ne fait plus la guerre de soi-même, pour soi-même. Il y a un ordre international qu'il faut respecter, c'est l'ordre des souverainetés juxtaposées, et quand il est violé, effectivement, l'ONU intervient. Cela n'existe plus. Mais en même temps, on fait disparaître le ius ad bellum. Ça n'existe pas. On n'a pas le droit de faire la guerre. L'ONU utilise le terme « le recours à la force ». Mais le recours à la force, c'est le recours légal à la force, mais à la force autorisée. C'est-à-dire la force qui est autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela a disparu et on voit le piètre état de l'autre partie ou de l'autre membre du couple, le ius in bello, qui est aujourd'hui violé de manière systématique, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza, pour ne parler que des dossiers les plus chauds. Donc nous sommes dans cette réalité que Hobbes désignait au chapitre 14 du Léviathan comme un monde de gladiateurs. Nous sommes revenus à ce monde de gladiateurs où la force s'impose et où on recourt à la force dès qu'on se sent menacé, sans même passer. On l'a vu au moment de la Première Guerre que signalait Pierre aussi du Golfe, n'est-ce pas, lorsque la Seconde Guerre, la guerre américaine de 2003, où George Bush Jr. a décidé, en dépit du Conseil de sécurité, d'aller directement à la guerre. Il y a cela.
Donc je ne reviendrai pas là-dessus, et mon constat est aussi pessimiste que celui de Pierre Bullet. Mais je voudrais ajouter 2 choses. Je suis toujours dans mon introduction, j'ai oublié de vous dire que je faisais un exposé en 3 points. Et que ce premier point, c'est pour mettre en place quelques notions, et ensuite je parlerai beaucoup plus des sources de la conflictualité contemporaine, et puis je reviendrai sur des considérations sur le système international contemporain. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, pour comprendre ces tristes réalités qui sont mises en place, nous avons un très triste traitement de ces réalités internationales, parce que ce que j'appelle une géographie cognitive, excusez de la prétention verbale, mais quand vous regardez un petit peu les explications qu'on peut donner à cette situation, vous avez des mots valises qui reviennent. Alors je voudrais en signaler 3, mais très rapidement, parce que nous sommes tous sous le couperet des 15 minutes. Le premier, c'est, au fond, nous avons admis la verticalité du monde. Il y a le nord, comment il s'appelle déjà ce nord? Il est collectif, et le sud est global. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour résoudre les choses, on dit ah oui, mais nous sommes à l'époque du Nord collectif et du Sud global. Le deuxième, c'est nous avons admis aussi ce que j'appelle la construction des tendances. Les tendances, c'est il y a des puissances qui émergent, et puis ce qu'on appelle les puissances établies vont disparaître, vont perdre leur hégémonie. Nous sommes entrés dans ce logiciel où on peut spéculer sur le déclin des uns et la fortune des autres. Et le troisième, c'est ce que j'appelle la disparité normative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les règles ne sont pas les mêmes pour tous. Et il y a un document qui me passionne, que je n'arrête pas de relire, et qui est la déclaration sino-russe du 4 février, du 4 février 2022. Alors, c'est une perle, exactement, où Poutine et Xi Jinping disent « mais nous sommes pour les droits de l'homme, mais nous sommes pour la démocratie, mais nous sommes pour l'ordre international. » Mais attention, les droits de l'homme doivent être interprétés à l'aune des réalités nationales. Il faut préserver les cultures. La démocratie ne suppose pas le pluripartisme. Et donc, on est en train de réviser les concepts et nous nous engouffrons systématiquement en reprenant ces catégories. Et ça me fait penser, et j'ouvre une parenthèse que je ferme très vite, à ce qu'au Moyen-Âge, on appelait la querelle des universaux. On prenait des grands concepts et on disait le noir, qu'est-ce que c'est que le noir? Le blanc, le rouge, la bonté, la justice. Et on mettait des gens dans des catégories, on portait des jugements à partir de ces catégories et on induisait de ces catégories des comportements. Ah, vous êtes parmi les BRICS, les BRICS plus, donc. Or, la diversité des BRICS est immense, des pays qui émettent. Le Nord collectif, moi, je ne sais pas s'il est tellement collectif. Et on entre dans cette description des réalités qui est absolument tragique. Donc, il y a une classification, une taxinomie cognitive qui s'impose à nous et qui ne facilite pas l'intelligence des réalités. Et bien entendu, il y a une dissonance totale entre le monde construit en 1945 et la réalité que Pierre Bullet a décrite et sur laquelle je ne reviendrai pas. Mon deuxième point, c'est d'essayer de voir avec vous, je ne suis pas un grand spécialiste, ni même un petit spécialiste du problème de l'arme nucléaire, mais s'inscrit dans un monde de conflictualité et dans des modes alternatifs de conflictualité, puisque la seule conflictualité n'est pas celle qui passe par les armes, mais elle peut passer, Pierre est un spécialiste de ces questions, par l'influence. On peut utiliser le dollar comme un moyen de faire la guerre, on peut utiliser le droit comme un moyen de faire la guerre, les narratifs aussi pour justifier. Poutine, quand il entre, c'est Pierre qui m'a donné cette idée en l'écoutant, quand il entre en Ukraine, dit « mais c'est une opération de police ». Une opération de police qui passe par le recours aux armes nucléaires ou par la menace de recourir à l'arme nucléaire, c'est vraiment une super police, une police d'une musculation absolument extraordinaire. Donc il me semble, donc je vais revenir à quelque chose de plus classique, c'est au fond d'essayer de voir quelles sont les sources de la perturbation au plan international. Je pense qu'il y en a 3. La première, c'est les diverses conflictualités. Il y a des conflits qui sont des conflits
conflits classiques qui sont en train d'exister. Je rappelle le conflit de la Palestine, le conflit de l'Ukraine, ce qui se passe aussi dans la région de Taïwan, qui pour le moment est en dormition, mais pas pour très longtemps. Mais enfin, elle est en ébullition. Mais elle ne donne pas lieu à une coulée de lave pour le moment. Mais effectivement, le volcan est là. Donc, la menace de recourir à la force, Poutine l'a mise à exécution. Je ne sais pas comment on peut décrire l'action de M. Netanyahou aussi, où on ne voit plus pourquoi il faudrait arrêter la guerre. Et donc, ce qui me semble extrêmement important, plus que la menace, c'est la perception de la menace. Nous sommes dans un monde où les lunettes avec lesquelles on essaye d'entrevoir les réalités internationales déterminent de manière absolument extraordinaire. C'est une multiplication, une démultiplication du conflit simplement par la peur que ce conflit vous englobe, que vous perdiez votre rang. Donc on peut faire la description de tous ces conflits avec des volontés aussi qui sont marquées, qui ne sont pas seulement des conflits qui tardent à être résolus, mais on peut parler d'un expansionnisme chinois qui est en préparation sans que cela soit insultant pour quiconque. Pierre rappelait la montée en puissance du budget dont on ne sait jamais quel est le terme exact, entre 272 milliards ou 400 milliards pour le budget chinois, et en 2025, je pense qu'on va atteindre les 980 milliards, 1000 milliards du budget américain en augmentation de puissance. C'est extrêmement important. Thomas Hobbes, quand il faisait sa description, disait « Ah, mais les rois et les princes autour de vous vous disent qu'ils veulent la paix. » Mais alors, à quoi ça sert, cette accumulation des arsenaux et des armes autour de vous? Donc, on n'a jamais autant parlé de la paix en temps où, véritablement, on accumule les armes. Il y a une espèce de contradiction, il y a une course aux armements. Et Pierre a rappelé les chiffres qui parlent pour eux-mêmes. Il y a quelque chose aussi sur lequel je ne reviendrai pas, qui a été signalé, mais il y a une réunion à Genève qui s'est tenue hier et qui a été très négative, entre les Européens et les Iraniens pour la reprise de la discussion sur le nucléaire militaire, le programme iranien, disons, d'enrichissement de l'uranium qui s'est mal terminé. Et c'est le président Trump qui avait fait sauter le 14 juillet 2015, le JCPOA, cet accord qui avait été passé pour précisément réduire et contrôler et faire passer le programme nucléaire iranien sous le contrôle de l'AIEA. Donc il y a cela. Et ce sont des conflits qui traînent. Les Anglais ou les Anglo-Saxons appellent ça des protracted conflicts, des conflits qui, comme le chewing gum, peuvent être étirés, peuvent s'étirer dans le temps. Donc on n'en finit pas. Le seul qui a été résolu, qui est le plus ancien, ça a été le conflit irlandais, avec l'accord du Vendredi Saint, là, sous l'accord du président Clinton. Le second en ordre d'ancienneté, c'est celui qui n'arrive pas à être résolu, c'est celui de la Palestine. Et puis il y a des conflits gelés. On a vu comment c'est résolu de manière absolument hallucinante et d'une violence et d'une brutalité extrême. La solution du problème du Haut-Karabakh a été en 24 heures, en 48 heures, avalée par l'Azerbaïdjan. Deuxième point sur lequel j'insiste comme une espèce de source aussi de conflictualité, c'est ce que j'appelle après les conflictualités, les radicalités. Nous sommes dans un monde de disparité des représentations. La représentation du monde n'est plus le monopole de l'Occident, tant mieux, parce qu'on peut regarder le monde autrement que par les lunettes occidentales. Mais cette diversité de la perception du monde tel qu'il doit être commence à être inquiétante, pour trois raisons, très rapidement. La première, c'est effectivement quand ces représentations du monde sont dictées par des critères strictement identitaires, et dans les identités religieuses, qui entendent dicter un ordre mondial qui serait tenu par des valeurs internationales, etc. Il y a une deuxième tendance dans les radicalités qui, si elle continuait, serait extrêmement nuisible à l'ordre international. C'est cette tendance, notamment des BRICS, mais ça ne veut pas dire que l'Occident, lui, est exempt de toute culpabilité ou de toute faute. C'est la construction d'un système multilatéral alternatif.
Les BRICS essayent de négocier avec leur propre monnaie, pourquoi pas. Ils essayent de créer une ONU bis. Ils essayent, je vais un peu loin là sur cette accusation, et il y a une banque mondiale, il y aura une banque des, comment elle s'appelle déjà cette banque, la banque des BRICS. Il y a l'organisation de la conférence de Shanghai aussi sur ces questions-là. Donc quand ça ne va pas au plan du multilatéralisme, on crée son propre multilatéralisme. Je ne sais pas, moi j'appelle ça multilatéralisme alternatif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accueillir des systèmes de coopération régionale que l'on peut multiplier, mais il y a un chapitre 8 de la Charte des Nations Unies qui dit les organismes régionaux coopèrent avec l'ONU. Là, on a l'impression qu'ils coopèrent contre l'ONU. On sort des logiques de participation à un système multilatéral pour se dire, et pourquoi pas entre nous, Brésiliens, Iraniens, Chinois, Russes, pourquoi on ne ferait pas quelque chose entre nous? Bon, alors, est-ce que c'est de la coopération? Je pose la question, parce que ça peut être compris comme une coopération qui se met en place. Et puis, il me reste 2 minutes. Et il y a donc ce que j'appellerais dans les radicalités, ces disparités cognitives sur lesquelles je ne retournerai pas, les droits de l'homme qui sont discutables, la Cour pénale internationale qui, quand elle lance des mandats, on peut les discuter, des mandats d'arrêt, hein. Oui, mais ça dépend, il y a un article 98 qui vous permet de dire, etc. Je ne vais pas m'étendre sur la question plus que cela. Le troisième, c'est source de perturbation au système international, c'est ce que j'appelle les transversalités en crise, le multilatéralisme onusien, les impasses sur le commerce international, les biens publics mondiaux qui font aujourd'hui l'objet de remises en cause systématiques, tous ces forats internationaux qui étaient prévus pour régler des questions qui sont des questions de gestion du bien commun sont aujourd'hui en panne. Donc je termine sur cette conclusion qui est mon troisième point. Pourquoi ça va mal? Pourquoi ça va? J'en sais rien. Mais disons que le système international est en crise. Et est en crise pour trois raisons. Le premier, c'est que nous sommes entrés dans un cadre multilatéral dysfonctionnel. Il faut le reconnaître. C'est un cadre qui a favorisé l'unilatéralisme. Tu veux faire la guerre, fais-la. Pas pour préparer la paix, mais pour faire la guerre. Donc le recours à la force est devenu aujourd'hui un système de protection ou de perception, de réponse à une perception de la menace qui se passe de l'évaluation de la menace. L'évaluation de la menace, elle se fait au Conseil de sécurité, quand vous discutez avec les autres. Voilà, je sens que je vais être attaqué, vous avez même le droit de faire un veto, etc. Mais vous discutez d'abord. Mais aujourd'hui, c'est une espèce d'on préempte. Hein. Voilà, je me sens menacé, donc j'y vais. Vous pensez que vous ne partagez pas mon idée que Saddam Hussein a des bombes, possède des bombes absolument extraordinaires? Ben, écoutez, je vais me passer de votre avis. Voilà. Donc, ce système est dysfonctionnel pour des raisons, effectivement, qui seraient très longues d'expliquer ici. Deuxièmement, il y a une dissémination de la puissance. La puissance concentrée, style guerre froide, monopolisée par 2 grandes puissances, elle a disparu. S'en réjouir, oui. Se féliciter de la montée des puissances, oui et non. Je veux dire, si tout le monde va avoir sa bombe, son armée, son étranger proche, pour reprendre l'expression de M. Poutine, et à ce moment-là, cette dissémination de la puissance, il y a un moyen de résoudre les questions à ce niveau-là, qui ne passe pas forcément par l'ONU, c'est de créer des conférences de sécurité régionale. Par exemple, une des grandes questions qui se posent dans le monde en termes de stabilité de l'ordre international, c'est le Moyen-Orient. Mais pourquoi? Le Moyen-Orient est la seule région où il n'existe ni l'équivalent de l'Union européenne, ni l'équivalent des États américains, ni l'équivalent de l'OTAN, ni l'équivalent de l'ASEAN. Mais il y a des coopérations régionales dans lesquelles on peut et discuter coopération et discuter sécurité. Donc rien n'interdit que cette dialectique se mette en place, puisque la puissance n'appartient plus aux puissants. Aujourd'hui, tout le monde peut se revendiquer d'une puissance, et effectivement, sur le plan nucléaire, on le voit, les Saoudiens et les Turcs menacent le monde de recourir à l'arme atomique si l'Iran obtenait l'arme. Et dernier point,
c'est la règle. La règle commune est contestée un peu partout. Et les règles qui sont convenues, même Hobbes, qui était quelqu'un effectivement, qui ne discutait pas le recours à la souveraineté pour défendre les intérêts, disait et répétait un peu l'expression latine que tout le monde connaît, pacta sunt servanda. Un État, quand il signe, respecte sa parole. Aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, la règle au plan international, et donc c'est le droit international qui est en question, est une espèce d'équilibre entre les exigences de la souveraineté et les contraintes de l'environnement. Bien sûr que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous existez avec d'autres. Les autres, ça s'appelle l'environnement. Et la règle est un compromis entre ce que je peux théoriquement faire comme État et ce que je dois absolument faire quand je veux vivre en paix avec les autres. Merci de votre attention. Merci professeur pour ce constat encore très réaliste de cette opposition, de cette confrontation entre la force et le droit, puisqu'on fait souvent cette métaphore, comparer les États à des personnes dans une société. La question que je pose souvent à mes étudiants, c'est vous savez que dans votre pays, il y a des criminels. Est-ce que pour autant, vous allez abroger le code pénal? Donc c'est la question aussi qu'on peut se poser au plan international. Et nous avons évidemment déjà parlé de la Russie. Nous avons la chance d'avoir une spécialiste de la Russie et de la région, Céline Maranger, qui est chercheuse à l'IRSEM, Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur Finot, et je remercie aussi l'IDN de l'invitation à ce colloque qui est organisé en fait pour fêter les 10 ans d'une association qui s'est donnée pour ambition de promouvoir les initiatives pour le désarmement nucléaire et plus généralement un désarmement multilatéral progressif et contrôlé. Je crois que ces initiatives s'adossaient à une vision libérale des relations internationales qui se fondait sur la conviction que la coopération entre les nations était possible et souhaitable, que les conflits pouvaient être résolus par le dialogue et des mesures de confiance, et qu'on pouvait favoriser la paix et empêcher la guerre par la promotion de l'état de droit et surtout par la promotion de la démocratie. C'est une vision qui a prévalu au lendemain de la guerre froide et qui est aujourd'hui très fortement contestée par des pays autoritaires, mais aussi par quelques démocraties. Et force est de constater en fait que les dirigeants qui partagent cette vision libérale des relations internationales sont aujourd'hui très rares. Et donc face à des acteurs décidés à établir leur domination et à imposer leur volonté par tous les moyens, y compris par la guerre, la violence ou la répression, il me semble qu'on n'a d'autre choix que d'établir un rapport de force le plus ferme possible et d'être le plus dissuasif possible. Donc c'est peut-être un contrepoint utile. Et d'un mot, en fait, ce que je voudrais dire en introduction, c'est qu'il ne suffit pas de vouloir la paix pour éviter la guerre. Et je crois que c'est quelque chose dont on doit se souvenir aujourd'hui et qu'il est bon de méditer. Le tragique de l'histoire qui nous a été si brillamment rappelé, la complexité de l'actualité des relations internationales que vous avez aussi très, très, très brillamment exposé, nous le rappelle en fait. Et je crois que quand on tente de réfléchir aux guerres en cours et aux menaces à venir, il faut garder cette idée en tête. Alors, comme Marc Finot l'a dit, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous parler de la Russie et pour souligner 2 points. D'abord, je crois que la dégradation marquée et durable de notre environnement de sécurité, elle résulte notamment, peut-être pas seulement, mais notamment du comportement d'acteurs qui ont un usage désinhibé de la force brute et de la subversion politique de manière combinée. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'on observe, c'est quand même une interconnexion croissante
des théâtres d'opération, qui favorise un réarmement tout azimut et une montée des tensions dans plusieurs parties du monde, dans une forme de spirale assez inquiétante en réalité. Donc je vais me concentrer sur la Russie, ce qui n'est pas pour dire que les autres terrains de conflictualité au Levant, en Afrique, dont on parle trop peu à mon avis, et dans d'autres parties du monde, dans le détroit de Taïwan ou ailleurs, ne sont pas tout aussi préoccupantes. Et je crois qu'en fait, le cas russe permet d'illustrer le retour au primat de la force et de souligner aussi à la fois les justifications qui sont mobilisées et les implications, c'est-à-dire que ce type d'argumentaire et d'action peuvent avoir, les risques et périls qui nous menacent en fait. Donc la situation, vous la connaissez déjà, hein, le Kremlin a envahi l'Ukraine et livre une guerre sans merci qui a fait déjà plusieurs centaines de milliers de morts et de blessés, des millions de déplacés, et qui a dévasté et pollué des régions entières d'Ukraine. L'armée russe recourt à une stratégie de destruction totale jusqu'à épuisement de l'adversaire, au prix de pertes humaines colossales dans ses propres rangs et bien sûr dans les rangs de l'armée ukrainienne, suivant cela la doctrine soviétique qui incitait à rechercher non pas seulement la destruction des forces adverses, mais l'anéantissement de tout le système de l'ennemi. Depuis le mois de mars, l'armée russe utilise en plus des frappes de drones Shahed, donc de drones iraniens, et des missiles de croisière et des missiles balistiques et des obus, des millions d'obus qui ont été fournis notamment par la Corée du Nord. Elle utilise également des milliers de bombes planantes, bombes qu'il est impossible d'intercepter une fois larguées, dont le guidage est amélioré par des drones de reconnaissance. Et ces frappes multiples, en fait, ont permis de détruire de nombreuses infrastructures critiques en Ukraine, ce qui entraîne des alertes permanentes, des coupures d'électricité extrêmement fréquentes, de plus en plus fréquentes, et évidemment un ralentissement de l'activité économique. Et donc, si vous voulez, on est face à une guerre d'attrition, et dans cette guerre d'attrition, cette guerre d'attrition, elle est forcément défavorable à l'Ukraine, qui a une profondeur stratégique et une population beaucoup moins importante que celle de la Russie. Alors, à lire et à écouter les dirigeants russes, à observer leurs actions à la fois en Ukraine mais aussi dans d'autres parties du monde, on comprend qu'ils sont animés par un fort revanchisme à l'égard des pays occidentaux, en particulier des États-Unis, et qu'ils sont aussi animés d'un impérialisme assumé, c'est pleinement assumé, à l'égard des pays ayant appartenu à l'Empire russe, puis à l'Union soviétique, et en particulier l'Ukraine. Et à l'heure où on envisage une négociation où tout le monde ne parle plus que de ça, je crois malheureusement que la confrontation, cette posture de confrontation qu'a adoptée le président russe, elle est appelée à durer et qu'en fait, les mesures d'apaisement ont peu de chances de les inciter à revenir sur leurs objectifs. Et je voudrais essayer d'expliquer pourquoi je pense cela. Premièrement, et je pense que c'est assez peu connu, c'est pas assez connu en France, le Kremlin se croit déjà en guerre contre les pays occidentaux par le truchement de l'Ukraine. C'est le discours officiel. Ils le disent et ils se préparent par différents moyens, directs et indirects, à une extension du conflit.
D'un côté, leur objectif est de semer la discorde et d'attiser la défiance dans les sociétés occidentales. Notre système politique, c'est-à-dire le modèle démocratique, et notre modèle de société aussi, la pluralité et la tolérance, sont attaqués pour ce qu'ils sont, par des actions de guerre informationnelle et par des actions clandestines qui sont parfaitement documentées par les services compétents de l'État. Et puis, d'un autre côté, l'objectif actuellement est de renforcer les capacités militaires russes et de mobiliser aussi la population russe. La Russie est entrée dans une forme d'économie de guerre. Elle produit massivement des armements. Elle consacre une part importante de son budget aux dépenses de défense, entre 8 et 9% du PIB, avec une augmentation très significative du budget de la défense d'année en année, en fait. Donc là, en ce moment, les indicateurs macroéconomiques sont assez mauvais. Elle ne pourra pas tenir cette... comment dire, elle ne pourra pas continuer à mener des combats d'une telle intensité et à mobiliser autant pendant encore plusieurs années. Mais le fait est aussi que la croissance est portée par les investissements dans l'appareil de défense et par les retombées de l'afflux d'argent des combattants, des soldes en fait, l'argent que les soldes que les combattants russes reçoivent contribue à porter la croissance. Et donc en fait, cette croissance russe, elle dépend aussi en partie de la poursuite de la guerre. Ce qui n'est... Enfin, en tout cas, s'il y avait un arrêt des combats, il y aurait certainement des contre-coups économiques des turbulences économiques assez marquées. Et puis, dernier point sur lequel je voudrais insister, qui me semble très préoccupant, c'est que désormais, les enfants sont entraînés au maniement des kalachnikovs et des drones et éduqués dans l'idée qu'ils auront à défendre la patrie déjà attaquée. Vous avez ce qu'on appelle en russe la Yun Armia, c'est-à-dire l'armée de la jeunesse, dont les effectifs ont explosé depuis février 2022. Vous avez des camps, les centres les centres du mercredi ou les camps de jeunes qui sont militarisés. Donc c'est quand même, ce sont aussi des indicateurs qui doivent appeler notre vigilance. Deuxièmement, les dirigeants russes recourent sans complexe à la rhétorique nucléaire et au signalement stratégique. Vis-à-vis de l'extérieur, on observe depuis février 2022 des actions et des déclarations destinées à intimider les Occidentaux et à les dissuader d'aider davantage l'Ukraine. Ça a déjà été mentionné par Pierre Buhler. Récemment, des amendements ont été apportés à la doctrine nucléaire de 2020. Et en fait, il y avait rien, c'était pas très surprenant, mais ce que ça montre, c'est qu'il y a un élargissement des paramètres d'emploi de l'arme nucléaire depuis une vingtaine d'années dans leur doctrine. Et vis-à-vis de l'intérieur, on assiste à une normalisation des menaces nucléaires dans le débat public et dans la culture populaire. Vous avez par exemple des experts influents qui sont d'anciens membres du KGB ou du GRU, le renseignement militaire, qui appellent à procéder ouvertement, par voie de presse, qui appellent à procéder à des frappes nucléaires tactiques à titre préventif, pour rétablir la dissuasion qu'ils pensent affaiblie par la guerre en Ukraine et par les mauvais résultats obtenus au moins au début sur le champ de bataille par l'armée russe. Vous avez des présentateurs vedettes de télévision qui se gargarisent aux heures de grandes écoutes de pulvériser par le feu nucléaire telle ou telle capitale occidentale. Et puis, vous avez aussi, par exemple, un chanteur connu qui, au son de l'orchestre des forces stratégiques, vante le missile balistique intercontinental Sarmat en s'extasiant qu'il
qu'il touche bientôt les États-Unis. Donc vous avez la chanson sur les Sarmatushki qui vont viser les Statushki, c'est-à-dire les petits États-Unis. Vous voyez, c'est quand même, ça va loin. On n'imagine pas ça en France. Et troisièmement, les dirigeants russes contribuent à l'instabilité d'autres régions du monde en s'implantant en Afrique via des sociétés militaires privées liées au renseignement militaire ou en se rapprochant de l'Iran et de la Corée du Nord. Comme je le disais, la Corée du Nord, dernière dictature stalinienne, a fourni à la Russie des millions d'obus ainsi que des centaines de missiles. Elle met désormais à disposition des troupes qui vont acquérir une expérience opérationnelle. Pour l'instant, on dit qu'il y a seulement 10 000 hommes, mais il se peut que qu'ils augmentent les effectifs jusqu'à 100 000. L'Iran a vendu à la Russie des milliers de drones Shahed qui servent à attaquer les villes ukrainiennes et à terroriser la population, parce que ces drones peuvent vraiment approcher des bâtiments, d'habitations. Donc ces drones servent à terroriser la population nuit après nuit. L'Iran a aussi fourni à la Russie, depuis cet été, des missiles de moyenne portée, également pour frapper l'Ukraine. Et donc la question, au-delà de ce nouvel axe qui se crée entre ces trois pays, la question est évidemment de savoir ce que donne la Russie en échange. Et dans quelle mesure elle aide la Corée du Nord, l'Iran et les proxys de l'Iran au Moyen-Orient à renforcer leurs capacités militaires. On sait par exemple que l'armée israélienne a découvert des armes russes dernier cri dans les caches du Hezbollah du Sud-Liban. On sait également qu'il y a des pourparlers en ce moment entre la Russie et les Houthis et qu'il pourrait livrer des armes anti-navires aux Houthis au Yémen de façon à ce qu'ils menacent davantage encore la liberté de navigation en mer Rouge en attaquant des navires occidentaux. Et puis quatrièmement, et j'en terminerai avec ça, mais ça me semble vraiment important, je voudrais insister sur le fait que les dirigeants russes ont un projet pour le monde. Vous y avez fait allusion, hein, professeur Malia. Et que ce projet pour le monde est une autre façon de réviser des concepts et des notions qui ont jusqu'alors fondé l'ordre international. Alors, ça ne sera pas la première fois que les dirigeants russes auront un projet pour le monde. Hein. Je pense que le messianisme est vu en fait comme un attribut de la grandeur à Moscou. C'est quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce qu'il prône ? Eh bien, il prône tout à fait ouvertement l'avènement d'un nouvel ordre mondial multipolaire qui s'ordonnancerait autour d'États-civilisations. Il parle aussi, tout à fait officiellement, d'une nouvelle architecture de sécurité eurasiatique. Alors, les premiers à avoir théorisé cette notion d'État-civilisation ont été des membres du club Izborsk, qui est fréquenté depuis sa création en 2012 par des personnalités d'extrême droite, ayant, là encore, ouvertement un projet impérialiste. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la Russie, depuis l'adoption en mars 2023 de son concept de politique étrangère, de son nouveau concept de politique étrangère, qui est une sorte de livre blanc, la Russie se définit désormais officiellement comme un État-civilisation. Alors cette notion d'État-civilisation, qui implicitement, de mon point de vue, s'oppose à celle d'État-nation, est une façon, me semble-t-il en tout cas, de justifier un nouvel impérialisme. Cette notion d'État-civilisation, elle sous-tend l'idée d'une hiérarchie des pays en fonction de leur culture et de leur ancienneté.
Elle sert en fait aux États qui se présentent comme des civilisations anciennes à exiger une sphère d'influence dans leur ancienne chasse gardée et des prérogatives particulières dans le nouvel ordre mondial à venir. Et je pense que enfin, pour moi, c'est peut-être, enfin, c'est pas le plus, tout est préoccupant, mais ça, c'est particulièrement préoccupant à mon avis. Alors, j'ai aussi été un petit peu gênée dans le programme de la conférence d'aujourd'hui par le terme qui a été employé sur les restes surannés de l'esprit westphalien, modèle Clausewitz. J'avoue ne pas avoir bien compris ce qu'il recouvrait, ce que cette expression recouvrait. Mais je crois, en conclusion pour ma part, qu'on n'a pas trouvé mieux que la Charte des Nations Unies pour favoriser la paix. Quelle est aujourd'hui cette Charte des Nations Unies attaquée bille en tête et qu'il s'agit de la défendre pied à pied et en particulier le principe de l'égalité souveraine des États, celui de l'intégrité territoriale des États et celui de l'intangibilité des frontières. Et ça me semble vraiment très important. Merci professeur pour ce panorama très, très précis, très inquiétant, mais aussi surtout pour votre conclusion. Donc, pour essayer de rattraper un peu notre temps, je vais céder tout de suite la parole à Anne-Cécile Robert, qui va être notre dernière panéliste et qui est directrice adjointe du Monde diplomatique et qui vient de publier l'ouvrage « Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales », que malheureusement on aurait pu, qui n'a pas pu être livré ici, mais qui sera évidemment disponible dans toutes les bonnes librairies et en ligne. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors j'ai, en écoutant les précédents intervenants, repensé mon intervention parce qu'il est inutile de redire ce qui a été dit et parfois très brillamment dit. Donc j'ai repensé mon intervention en 3 points. La première, pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, c'est le premier point, pardon, pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, c'est la question de la règle du jeu. C'est extrêmement préoccupant, effectivement, de voir disparaître en ce moment la règle du jeu. Aucune société ne peut fonctionner sans règle du jeu, quitte à ce que cette règle, comme il a été rappelé, soit violée, mais au moins, on a un point de repère, on sait quand on a franchi des limites, et en particulier ce qu'on appelle la société civile, a des points d'appui pour dire « ah ben là, vous avez franchi une ligne rouge, il faut absolument revenir à la règle ». Et la caractéristique de notre époque, c'est effectivement la disparition de la règle du jeu. Et je partage tout à fait ce qu'a dit ma prédécesseure sur la charte de l'ONU comme une excellente règle du jeu sur laquelle il faudrait se pencher et qu'il faudrait défendre. Pour aller plus loin et compléter ce qui a été dit, je voudrais rappeler qu'une règle du jeu, comme tout système de droit d'ailleurs, hein, ça nécessite de la croyance et de la vertu. C'est-à-dire une règle du jeu peut toujours être violée, en particulier par les rapports de force, et elle ne l'est pas, ou elle l'est moins, quand les acteurs croient à cette règle et qui font preuve de vertu pour s'y soumettre. Et aujourd'hui, ce qui est préoccupant, c'est que cette croyance en la règle disparaît et que la vertu, comme il a été démontré, pour la faire appliquer, disparaît. Et cette disparition de la croyance en la règle, on vient de parler de la Russie, mais les grandes puissances, toutes, notamment les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, s'y adonnent, malheureusement. Il n'y en a aucun qui montre l'exemple. La Russie, bien sûr, mais les États-Unis, en 2003, quand ils ont agressé l'Irak, après avoir menti de manière éhontée devant le Conseil de sécurité, les Chinois dans leur étranger proche, même la France, en 2018, quand on a bombardé les installations chimiques de Bachar al-Assad, c'était pour une bonne raison, évidemment, arrêter les bombardements chimiques, mais c'était une violation de la
charte de l'ONU sur le recours à la force. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait fait un rappel à l'ordre qui, évidemment, n'avait été suivi d'aucun effet au Conseil de sécurité. Mais vraiment, personne ne montre l'exemple. Et par conséquent, les protestations ou les condamnations que certains font en ce moment tombent à plat. C'est-à-dire, quand vous ne respectez pas vous-même une règle, vous n'êtes pas fondé à demander à ce qu'elle le soit par d'autres. C'est tout le problème de l'absence totale de crédibilité des Occidentaux par rapport à la Russie. Et le communiqué catastrophique du Quai d'Orsay, il y a 48 heures, sur les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale est extrêmement inquiétant, parce que moi, je ne suis pas une fanat de la justice pénale internationale, mais à partir du moment où on la défend, ce qui a été le cas de la France, eh bien, il faut l'appliquer partout. Et quand on met côte à côte les communiqués que la France a fait sur le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et le communiqué qu'on a fait il y a 48 heures sur Netanyahou, c'est désastreux. Donc on contribue nous-mêmes à détruire la règle du jeu et l'ordre international. Et vous avez cité les chanteurs et les acteurs russes, mais nous aussi on en a sur nos plateaux télé. Les éditocrates, là, les spécialistes, les experts en expertise, là, qui, sur les plateaux télé, nous disent on n'a qu'à aller bombarder la Russie pendant qu'on peut, bombarder la Corée du Nord pendant qu'on peut. C'est un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, le général Boum Boum, là, dans La Grande Duchesse de Gerolstein d'Offenbach. Donc on a des gens sur les plateaux télévisés, y compris des intellectuels, des journalistes, qui relégitiment aussi la guerre. C'est-à-dire, la guerre est relégitimée par les puissants, mais elle est relégitimée par des intellectuels. Et vous avez, j'hésite à citer des noms, mais des gens qui sont des philosophes, certains ont été ministres de l'Éducation nationale, qui nous expliquent, Dresde, finalement Dresde, on avait bien raison de le faire. Hiroshima, Nagasaki, on avait bien raison. Et les gens qu'on a vitrifiés à Tokyo, on avait bien raison. Et donc, pourquoi Netanyahou, il ferait pas pareil à Gaza? Voilà. Donc, le monde intellectuel est en train, lui aussi, de vaciller, alors que normalement, il est là pour dire aux puissants, parce que régulièrement, les puissants dérapent, c'est logique, le monde intellectuel ne joue pas son rôle, et la presse, malheureusement, à l'exception de mon journal, bien sûr, ne joue pas son rôle non plus. Donc, le défi aujourd'hui, c'est de recréer de l'espace commun. Il faut recréer de l'espace commun quand, monsieur, vous l'avez bien décrit, tout pousse à séparer, à radicaliser les logiques identitaires, les logiques religieuses, etc. Et donc, comment recréer de l'espace commun? Et je trouve que les Occidentaux jettent de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'au lieu de contribuer à recréer de l'espace commun, les Occidentaux, qui sont supposés, vu que ce sont des démocraties, au lieu qui sont supposés donc faire baisser la tension, l'augmentent, en tenant des discours complètement binaires, manichéens, les gentils, les bons contre les méchants, sans jamais se remettre en cause. Après tout, on pourrait dire à Poutine, qui a commis une faute dramatique et qui a violé la charte, on pourrait lui dire, bon, d'accord, vous avez violé la charte, mais pour faire descendre les tensions, on reconnaît que nous aussi, on a violé la charte en 99 au Kosovo, en 2003... Et du coup, si on pouvait, chacun reconnaît ses fautes, recommencer une partie. Mais on ne fait jamais ça, nous les Occidentaux. On a toujours raison, quel que soit le discours qu'on tient. Et ça, je peux vous dire que ça agace, mais vous le savez aussi bien que moi, et surtout dans cette salle, ça agace la planète entière. Et que du coup, on ne nous écoute pas, et puis ça va avoir d'ailleurs des conséquences dramatiques pour un pays comme la France. Et ce qui s'est passé en Afrique hier avec le Tchad, les décisions du Tchad et du Sénégal n'est que le début. On va payer une addition très chère et probablement beaucoup plus chère que les autres. Mais c'est un autre sujet. Donc, comment créer du commun en ramenant la conversation sur... Ça, j'ai beaucoup aimé votre conclusion. Je parle à ma voisine, sur le terrain de la charte, c'est-à-dire le recours à la force. Cette idée qu'il y aurait un monde qui opposerait les gentilles démocraties aux méchantes dictatures n'a absolument aucun sens du point de vue du droit de la guerre et du point de vue de l'histoire de la guerre. Ça a un sens pour nous, parce que moi je suis une démocrate, je crois aux valeurs occidentales par ailleurs, donc j'ai la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans ma chambre, c'est vrai. Donc il n'y a aucun problème pour moi, j'y crois à fond. Mais je pense que placer la conversation internationale sur ce terrain ne peut conduire qu'à la guerre. D'abord parce que nous-mêmes, nous ne respectons pas nos propres valeurs,
Et on va vendre des armes à des régimes qui vitrifient leur population, à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite, à des gens qui découpent les journalistes dans les consulats. Bon, donc dire que les démocraties seraient plus vertueuses sur la scène internationale n'a absolument aucun sens. Et pourtant, ce discours-là, il monte. Et c'est un puissant carburant de la guerre, surtout que comme on peut être très facilement pris en défaut, eh bien, on alimente le discours de l'adversaire et Poutine est passé maître dans l'art de retourner nos propres citations pour prendre à témoin le reste de la planète et lui-même continuer ses propres crimes. Et il va bien falloir effectivement l'arrêter. Alors, donc recréer de l'espace commun, ce type d'initiatives, celles qu'on a aujourd'hui, sont extrêmement importantes en ce moment pour que l'ambiance change, parce que l'ambiance générale, c'est la justification de la guerre. Comme on l'a dit, la justification intellectuelle, presque messianique de la guerre, les guerres justes, déguisées sous différents oripeaux. La responsabilité de protéger était, à mon avis, un principe erroné de ce point de vue-là, puisque c'était, vous savez, c'est ce principe qui a servi à la guerre en Irak en 2011, guerre légale, justifiée par le Conseil de sécurité, cette fois, elle était légale, mais sur le fond, c'était quand même une réhabilitation de la guerre juste, avec tout ce que ça peut avoir de dangereux, parce que chacun voit la guerre juste à sa porte. D'autres l'ont dit avant moi. Donc recréer du commun, et là j'ai une petite différence peut-être avec un ou deux intervenants avant moi, c'est que il y a effectivement la tentation pour des pays comme la Chine, par exemple, de créer un ordre parallèle. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Ils ont une banque de développement, ils ont l'organisation de coopération de Shanghai. La Russie, comme ma voisine l'a dit, décrit elle-même une autre vision du monde, avec d'autres règles, etc. Mais, en même temps, les Chinois sont en ce moment les meilleurs défenseurs de l'ONU. Ils payent leurs cotisations en avance, ils envoient beaucoup de fonctionnaires, ils sont très présents sur tous les dossiers, ils jouent sur les deux tableaux. Alors, évidemment, pour ramener l'ordre international très loin de la défense des droits de l'homme, bien évidemment. À chaque fois qu'il y a une négociation au Conseil de sécurité, ils disent « Bon, d'accord, mais vous m'enlevez le référent droits de l'homme, là. D'accord. Oui, cette opération de maintien de la paix, c'est très bien. Oui, mais le petit truc, là, sur les droits de l'homme... voilà. » Donc ça c'est vrai, les droits de l'homme sont à chaque fois perdants. Mais la question de savoir si l'ONU peut survivre et être encore un cadre existe et est toujours pertinente, puisque la Chine, je le répète, continue à défendre l'ONU, que même Vladimir Poutine, alors peut-être pourrait nous préciser les choses, Madame Maranger, en 2018 avait fait un grand discours à l'ONU dans lequel il appelait à une grande coalition des pays contre le terrorisme. Et ça a été pris à l'époque par les Occidentaux comme une opération de communication de la part de Vladimir Poutine. C'était probablement le cas. Le type est retors. Mais en même temps, si on lui avait dit chiche, peut-être qu'on aurait au moins eu un moment, parce que les raisons qui l'ont poussé à agresser l'Ukraine sont tellement puissantes qu'il l'aurait probablement quand même fait, mais on aurait peut-être eu un moment où on aurait rediscuté des règles du jeu international, et notamment des règles du recours à la force. Je plaide pour un truc complètement utopique, mais ici, je pense que l'utopie n'est pas bannie. Je plaide pour que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité se retrouvent à huis clos quelque part, pour s'engueuler un bon coup, et qui ressortent en disant « D'accord, on re-signe en bas de la charte, on arrête de violer le recours à la force, on se met d'accord et on calme le jeu. » Voilà, je propose Dakar comme lieu de ce conclave, qui est imminent, bien sûr, vu l'ambiance. Alors, dernière chose pour moi, à respecter mon temps de parole, c'est que... donc je vous disais, la Chine investit l'ONU, mais les pays du Sud s'intéressent beaucoup à l'ONU. Et le sommet de l'avenir qui a eu lieu fin septembre dernier, à New York, dont on se demandait s'il allait avoir lieu tellement l'ambiance est déplorable sur la scène internationale, il a quand même eu lieu et tout le monde est venu à haut niveau, c'est-à-dire niveau chef d'État et de gouvernement. Donc ça, c'est plutôt un signe positif que les chefs d'État et de gouvernement de la planète n'ont pas décidé d'enterrer définitivement le système multilatéral. Mais ce qui est intéressant, c'est que les pays du Sud ont réussi à faire passer un certain nombre de revendications
Ce qui prouve que peut-être les grandes puissances sont en train de se rendre compte que les rapports de force bougent, même si les grandes puissances, malheureusement, dominent tout, et en ce moment, surtout pour faire la guerre. Ils ont fait passer, par exemple, dans la déclaration finale, l'idée d'une réforme du système économique et financier international, ce dont les Occidentaux ne voulaient pas à l'origine. Ils ont fait passer l'idée qu'il fallait réformer l'architecture de paix et de sécurité, ce dont personne ne voulait, pas plus les Chinois que les Américains. Finalement, c'est passé dans la déclaration, et les Américains ont fait une petite concession, vous l'avez vu, en admettant enfin qu'il pourrait y avoir de nouveaux membres permanents du Conseil de sécurité africain. Donc c'est des signaux faibles, mais dont des gens comme nous doivent absolument s'emparer, vu l'état des rapports de force. Et j'ajoute dans ce tableau d'un Sud qui peut-être s'emparerait de l'ordre international dans l'idée de le sauver, la procédure de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice contre Israël, indépendamment de ce qu'on pense sur le fond, au nom de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, je répète, indépendamment de ce qu'on pense sur le fond, est quand même un signe d'appropriation du système multilatéral et des règles internationales par des pays du Sud. Et cet intérêt des pays du Sud pour le système multilatéral est peut-être le signe de ce que j'appelle dans mon livre une universalisation de l'universel, qui me semble importante. Moi, je suis une universaliste, mais si c'est toujours les mêmes qui définissent l'universel, ça devient une forme d'impérialisme. Donc, un vrai universel serait un universel défini par tout le monde. Et donc, la perspective d'une universalisation de l'universel serait peut-être un moyen déjà de recréer de l'espace commun, et peut-être de ramener la conversation sur ce qui nous intéresse tous, c'est-à-dire la préservation de la paix, et peut-être la convergence progressive par le dialogue vers des valeurs qui seraient des valeurs finalement de progrès. Merci. Ouais.